Et bien le bonjour et bienvenue à la Garageux. Aujourd'hui, petite introduction pour faire une vidéo sur Altered où malheureusement on avait eu un petit souci de son au départ. Donc je vous fais l'intro avant de recevoir dans les locaux de la Garageux, dans les studios de la Garageux, Nico qui a été top 5 mondial sur BGA. Au tout début où il s'est mis à jouer, et en plus de ça, maintenant sur cette nouvelle saison, il s'est fait le luxe d'être top 1 avant de gagner le grand tumulte de nos boutiques Garageux et Enquête de jeu. Du coup moi j'avais joué aussi avec lui. Je suis arrivé, j'étais content, on a fait donc il y avait les rondes, sur les rondes j'ai été qualifié pour faire le top 8, et dans le top 8, je perds en demi-finale, hein, d'une carte près, j'ai failli l'affronter en finale, mon mentor sur Altered. Et donc du coup, hop, là il y a Nathanaël en même temps qui me donne le téléphone. Je te remercie mon loulou. Et donc là, on va le recevoir aujourd'hui pour avoir un peu ses tutos, ses conseils sur le jeu. Donc maintenant que les phases des tumultes sont terminées, comme ça va pas dévoiler toutes les infos. Et on a la petit loulou qui est là, qui essaie de participer. Et oui mon loulou, j'arrive. Donc sans plus attendre, on reçoit Nico qui va nous donner tous ses conseils, qui a fait donc premier au grand champion Tumulte, qui est premier aussi sur Board Game Arena. On y va, c'est parti. La première chose à faire, c'est choisir son deck. Ça, je pense que ça peut prendre du temps parce qu'il faut, je pense, les jouer tous. Moi, en tout cas, tous les meilleurs, faut avoir un peu une idée de comment ça se joue Sigismar, comment ça se joue Afanas. Faut avoir une idée de quels sont les bons héros. Les bons héros, je vais vous les donner, mais globalement, c'est Teja, Sigismar, Afanas, Kojofen, quoi. Après, sur la méta actuelle, quoi. En tout cas, on voit du Lindsay Way qui est en train d'arriver un tout petit peu, mais globalement, si on joue pas un des héros que je viens de citer là, c'est déjà complexe. Donc déjà, s'orienter peut-être, regarder plutôt vers ces héros-là, faire en fonction des cartes qu'on a, et donc commencer à construire un deck et s'orienter vers ce deck-là, parce que si on s'éparpille, si on n'a pas envie de mettre trop de sous dans le jeu, il faut se concentrer sur une couleur, sur un héros. Donc déjà s'orienter avec une forte envie sur un héros, et j'utilise le mot envie parce que sinon t'arrêtes le jeu ou dans moment, quoi. C'est bien de faire, si tu veux prendre un héros avec qui on prend du plaisir. Alors moi, Afanas, j'adore ce héros parce que ça va avoir ce côté un peu mitraillette, ça me fait penser aux voleurs dans Hearthstone où il va y avoir beaucoup de cartes jouées sur un même tour. Et voilà, il y a des gens qui vont plutôt avoir ce côté un peu plus agressif qu'avec le Sigismar, hein, qui va être un peu plus aggro. Fen qui a ce côté, je trouve, un peu plus contrôle, un peu plus qui rejoint un peu Afanas aussi, et Teja qui va être un peu, je fais beaucoup de parallèles à Hearthstone, mais le paladin, donc qui va booster ses propres créatures et faire un peu des tons qui vont rester longtemps. Donc voilà, déjà voir un peu vers quoi on est sensible, parce que c'est important de prendre du plaisir quand même. Alors là, tu nous as cité des héros. Ce qui est intéressant, c'est que tu nous as cité plus ou moins un héros de chaque faction, sauf une faction. Donc le mec qui veut, c'est ça, je dis de bêtises. Voilà, le mec qui veut jouer Axiom, il faut qu'il attende de changer de méta, ou c'est que, en tout cas, l'idée, c'est qu'effectivement, si tu veux vraiment performer sur les gros tournois, tu penses que là, pour l'instant, actuellement avec la méta, c'est compliqué. Ouais. Là tu me poses en porte-à-faux parce que il y a 3-4 jours je t'aurais dit oui, c'est pas possible. Mais vu que là on a le retour du Bastion Bravos qui me semble peut-être encore trop faible pour ramener j'ai perdu son nom, Traced sur le devant de la scène, ça me paraît complexe, mais je sais pas, j'ai hâte de voir le prochain tournoi avec la mise à jour qu'il y a eu, voir si le Bastion Bravos, le retour suffit, mais je pense pas. Alors évidemment, à l'heure actuelle de cette vidéo, c'est-à-dire que nous sommes en mars 2025, ce qui est important dans un TCG, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait le jeu de cartes évolue en permanence, et que si on veut être bon, il faut en permanence être au courant des nouvelles sorties, puis sur Altered, en plus, il y a malheureusement, j'avais envie de dire malheureusement, il y a pas mal de changements de cartes, des ratas, moi je trouve ça heureusement. Alors je dis malheureusement parce que je trouve que ça fait beaucoup par rapport parce que le jeu est assez récent, donc, mais heureusement qu'ils le font. En tout cas, malheureusement parce que je trouve que c'est beaucoup par rapport à un début, et par contre heureusement qu'ils le font parce que sinon ils seraient en train de tuer leur jeu s'ils le faisaient pas, quoi. Mais voilà, en tout cas il faut vraiment vous renseigner en permanence sur ce qui se passe, parce que comme tu disais, peut-être que dans une semaine ou 2 semaines, il y aura peut-être des changements pour X raisons, parce qu'il y a une carte. Ok, en tout cas voilà, toi tu conseilles, il y a au moins 5 factions, au moins 1 héros par faction. Donc ce qui est sympa, c'est qu'au moins vous pouvez malgré tout avoir des options déjà de jeu si aujourd'hui vous voulez vous mettre dans un perso compétitif. Alors tu dis ok, on a choisi, ça y est, j'ai choisi, moi tu vois, je joue Fane, donc ça y est, mon perso j'ai choisi. C'est vrai que même quand tu joues ton perso, après t'as on va dire des plans de jeu après, donc qu'est-ce que tu chopes des cartes. Voilà, donc choper des cartes.
on est obligé d'aborder le fait que c'est sur un plan économique, c'est-à-dire que quand même ça représente de l'argent et savoir combien on veut en mettre ou pas. Moi, je trouve que j'ai abordé le jeu de la bonne manière. J'ai eu la chance de provoquer un intérêt chez mes amis quand j'ai commencé à jouer au jeu, et c'est vraiment ça qui me régale actuellement, c'est que j'ai une bonne bande de potes qui jouent au jeu et c'est trop chouette. Et en plus d'être trop chouette, c'est d'ailleurs je les salue. Hello les gars. C'est pratique, c'est-à-dire que sans trop qu'on se mette d'accord, on a eu tous un intérêt pour une couleur plutôt différente. Moi, me suis très vite orienté vers le violet, Antoine vers le bleu, voilà, Pablo vers rouge, donc vous avez fait des échanges de cartes. Et donc voilà, j'y viens. Je dirais que l'idéal, si on veut faire attention sur un plan économique, c'est de s'inscrire dans une communauté, dans un groupe d'amis, d'aller si vous êtes proche de Montélimar, venir en quête de jeux jouer avec nous, ou dans une boutique près de chez vous, faire des rencontres, et surtout je dirais briser la glace après avoir gagné ou perdu, idéalement gagné, dire en attendant la prochaine salve de partie, montre-moi ce que t'as sur ton appli, ça te dirait de faire des échanges, parce que normalement tout le monde est intéressé pour faire un bon échange, quoi. Je t'échange une bonne carte, parce que souvent on va avoir une bonne unique qui traîne, mais nous on joue violet alors que la carte dont je parle elle est rouge. C'est super bien d'avoir une unique rouge qu'on ne joue pas parce que c'est une denrée rare, et donc tu vas pouvoir l'échanger contre quelqu'un qui lui n'a pas d'intérêt pour une autre carte violette, quoi. Pour avoir les cartes moins chères. C'est vrai que moi, tu vois, je me suis focalisé sur les liras, du coup, justement, parce que même en tant que boutique, ça revient quand même cher d'acheter les cartes, tout simplement. Donc je dis, allez, je fais que les liras. Des fois, t'as un peu la frustration de dire, tiens, j'aimerais bien jouer autre chose pour changer. Après, c'est vrai que de toute façon, si tu veux bien jouer, je pense qu'il faut farmer ton deck et de savoir comment tu joues contre chacune des factions ou contre chacun des persos. Donc ça prend du temps. Même si des fois, je me dis, est-ce que ça vaut pas le coup pour être un bon joueur d'apprendre aussi à jouer les factions ou les persos contre qui tu vas jouer aussi, parce que tu te familiarises mieux avec les cartes, mais ça c'est encore une autre question. Mais oui, en tout cas récupérer vos cartes, quoi, en les payant le moins possible. Après c'est l'histoire des uniques, comme tu voilà, quand je dis cartes, je dis surtout uniques. Normalement les rares, on sait ce qu'on veut, parce que je vais parler des sites qu'on peut regarder pour établir sa decklist, mais on a une wantlist qui est assez établie, il faut se construire sa wantlist, savoir quelle carte on recherche, et puis c'est là où on peut commencer à mettre la main sur le portefeuille et peut-être aller acheter les 2, 3, 5, 6, 7, 8 rares qui nous manquent. Voilà, normalement, si on s'en sort bien, si on va sur des Discord, sur des Facebook, Vinted, Le Bon Coin, ce genre de choses, normalement, on devrait avoir les rares qui nous manquent, qui nous intéressent, normalement pour pas trop cher. Là où on risque de se ruiner si on achète toutes les cartes qu'on veut, c'est les uniques, quoi. Donc le mieux c'est de créer des échanges sur les uniques, quoi. Ce qui est difficile, c'est de savoir la valeur. C'est toujours pareil, hein, c'est la valeur de l'unique, et de se dire ça allait bien, non je suis pas d'accord, elle est pas bien, et c'est toujours un peu débat après ça. Je pense qu'une excellente unique, il y a pas de débat. Effectivement, souvent on dit une unique qui est bien, c'est quand même une unique qui vaut pas cher. Enfin souvent les gens disent quand elle est pas chère, parce que tu peux la jouer plus facilement. Une très bonne unique, c'est une unique qui va avoir un effet qui va être répétable. Par exemple, le Sigismar qui va poser une carte, et à chaque fois qu'il va en reposer une, ça va recréer une 1-1-1-1-1, et il y a ce côté snowball, boule de neige. Quand une unique présente un aspect boule de neige, c'est qu'elle est pétée, souvent. Surtout si elle coûte pas cher. Si tu peux la jouer parce que du coup, tu peux, si elle te coûte 6, tu peux pas le répéter plusieurs fois son effet, vu que t'as plus de mana pour le reprovoquer, quoi. J'entends. Donc achetez-vous les uniques ou échangez-les surtout. Donc tu dis choper les cartes, en tout cas récupérer les cartes comme il faut, et ensuite on en a parlé un tout petit peu juste avant en fait, mais connaître la méta, c'est quoi ça, connaître la méta, c'est quoi une méta, et qu'est-ce que tu pourrais développer là-dessus. Donc hormis le fait qu'évidemment il faut jouer et enchaîner les parties, et surtout en arène, parce que quand on n'est pas en arène et qu'on joue pas en arène, on va rencontrer des decks qui vont souvent vite sortir des sentiers battus, et donc on peut presque avoir une incompréhension de la méta. Je dirais qu'il faut vraiment se concentrer sur l'arène pour comprendre ce qui se passe, et puis aller sur ce qui pourrait être chouette, c'est que tu le mettes en description, tu mettes le site 39 Cards. Ouais, tout à fait. Donc, je mettrai en lien qui référence tous les résultats de tournois, essentiellement BGA, mais aussi un peu physique de Altered, et donc on voit le top 1, on voit le top 2, on voit le top 3, jusqu'à top 16, un truc comme ça, et on voit leur deck. Donc ça, moi c'est clairement comme ça que, j'y vais une fois par jour là-dessus, hein. D'accord. Tiens, je vais vous montrer. Tu vas vraiment dessus pour regarder. J'ai envie de voir le dernier tournoi.
Parce que souvent, vas-y, tu peux cliquer, mais par exemple, là, on a un Sigismar qui a fait 6-0, je peux t'assurer que si ce Sigismar, il a mis les grands projets, tous les Sigismar vont jouer grand projet le prochain jour, alors que si il avait joué les bastions, je me rappelle plus le nom, c'est celui qui coûte 5 là. Bref, ça oriente beaucoup la méta. Si quelqu'un fait une grosse perf, les gens vont se dire ah je vais essayer et à raison d'essayer vu que ça marche. Donc il faut se renseigner sur ce qui fonctionne, parce que je dirais que plus on regarde ça, plus le temps passe, plus je dirais que les decks se peaufinent. Parce qu'on part d'un mec qui a sorti un bon deck qui était excellent, et puis petit à petit quelqu'un l'a repris et a dit moi j'apporterais peut-être plutôt cette carte là, et puis il a fait top 1 derrière, donc il avait plutôt raison. Et moi j'aime bien savoir, surtout Afanas, parce que c'est mon héros, j'aime bien voir quel Afanas a performé, c'est super intéressant, c'est vraiment super intéressant. Il y a pas longtemps j'ai vu un Afanas qui joue sans les petits pas, et sans les Baba Yaga. J'ai fait ah ouais super, moi j'aime pas trop petits pas parce que je trouve qu'il est un peu anti-jeu et j'ai pas spécialement de plaisir à achever mon adversaire avec comme un ça, petit pas. Mais ça marche bien, c'est vrai qu'à ça marche vraiment très bien. Et les Baba Yaga, j'avais l'impression qu'elles étaient obligatoires dans le deck parce que carte d'advantage, on a besoin de piocher, ouais. Mais je les trouve trop lourdes, elles coûtent 3. Et Afanas, t'as pas envie de jouer une carte qui coûte 3, c'est infernal. Et du coup, j'ai utilisé ma curiosité, je me suis dit, tiens, moi j'aurais pas eu le culot d'aller avec un tournoi sur cette decklist là, et du coup maintenant je la joue. J'ai enlevé mes Baba Yaga et j'ai enlevé mes petits pas parce que ça m'intéressait, je trouvais que la decklist me parlait, et donc là en ce moment c'est ce que je tourne là-dessus, et donc je me suis inspiré de 39 cartes. D'accord, ok. Alors sachant, comme tu disais, tout dépend de la méta, c'est toujours pareil en fait, le truc dans une méta c'est que tu mets des cartes en fonction de ce que les autres jouent. C'est très intéressant parce que comme tu disais, si vous jouez dans un cercle, en fait, c'est toujours pareil quand on dit de la méta. Si vous jouez dans en boutique, par exemple, et que les gens dans la boutique ont une habitude, mais en fait, quand tu vas faire un tournoi qui est pas dans la boutique, et ben là, on parle surtout de BGA, effectivement. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, il a le microcosme ou le truc français un peu, ou en France, qu'est-ce que les gens jouent le plus pour s'adapter, effectivement, comme tu disais. Donc, sur BGA, je pense que c'est un reflet plus national ou international ou mondial, puisque BGA, c'est mondial, plus qu'effectivement, quand vous jouez dans votre boutique, ou peut-être qu'il y a des gens qui jouent des styles de cartes ou de decks que les gens vont pas jouer ailleurs, quoi. T'as dit quelque chose d'intéressant, t'as dit selon la méta je vais changer mon deck. C'est vrai que je l'ai pas spécialement, j'ai plutôt dit on va regarder ce qui se fait sur 39 cartes et on va un peu copier-coller, mais c'est vrai qu'on peut aussi essayer de tirer des conclusions sur nos défaites et sur les héros qu'on rencontre et les héros qui nous font du mal, et essayer de s'adapter à ça. Moi je trouve qu'aujourd'hui je tombe que contre du Fen, du Sigismar, du Teija. Je vois beaucoup moins de héros qui sont un peu mauvais. Je trouve que, surtout quand j'étais sur le top 5, je croisais encore quand même des héros qui sont, moi, je trouve que je juge globalement mauvais, j'en croisais quand même beaucoup, je trouve qu'on en croise plus. Et donc, ces héros-là, que je juge mauvais, souvent ils sont facilement épuisables. Et moi, je joue les Nilam. Les Nilam, c'est un repère à Afanas qui peut te permettre d'un peu titiller ton adversaire pour l'épuiser encore un petit peu plus. Et j'ai dû les virer, pourtant j'adore ce repère, parce que je me rends compte que je les épuise plus trop, mes adversaires. Quand tu dis épuiser, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils aient plus de cartes en main, ou qu'ils aient plus de cartes en réserve, pour qu'ils puissent plus jouer de cartes, parce que... Voilà, saboter, épuiser, les inciter à jouer beaucoup de cartes sur un tour, pour plus avoir beaucoup de cartes dans la main, voilà, ce genre de choses. Et donc voilà, s'adapter un peu à la méta. Moi je trouve qu'on est sur une méta où les gens piochent beaucoup. Le Afanas, quasiment tous les Afanas jouent le saut de conjuration qui permet de piocher 2 fois, alors qu'avant il était quasiment injoué, donc les Afanas piochent encore plus. Donc moi j'ai trouvé que c'était un peu plus complexe d'aller essayer de les mettre à poil et qu'ils aient plus trop de cartes dans la main. La méta actuelle, je trouve ça complexe. Donc j'ai balancé les Nilam, je trouvais ça trop lent, ça marchait pas. Donc oui, effectivement, faut tirer des conclusions, regarder un peu ce qui se présente. Hein. Donc on parle de la méta, après on parle donc du héros que vous voulez choisir, mais est-ce que par exemple tu vois dans Flesh and Blood c'est beaucoup pierre feuille ciseaux, c'est-à-dire que des fois tu rencontres un héros et en fonction du héros que tu vas rencontrer, tu sais que le match-up il est plus ou moins favorable. Est-ce que tu penses que là dans les héros que t'as cités, est-ce qu'il y a aussi un truc un peu pierre feuille ciseaux en mode si je joue Teija, du coup je vais être moins bon contre tel et tel héros de la méta, ou est-ce que tu penses que globalement ils sont quand même assez tous les uns envers les autres, il y a moins ce côté tu sais de c'est perdu d'avance parce que je vais jouer contre machin. Qu'est-ce que t'en penses là-dessus? Je sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, mais j'ai un avis sur la question. Vas-y. De toute façon, c'est toi que j'interroge. C'est toi évidemment que ça reste subjectif. J'ai vu, je crois que c'était une vidéo qui parlait de stats là-dessus, qui justement essaie de regarder un peu le pierre feuille ciseaux, voir un peu quand tel héros affronte tel héros, quel est le win rate, quel est le pourcentage de chance de gagner.
Et je le trouvais très lissé, très correct. Je vais encore citer Hearthstone, mais moi, je regardais beaucoup les win rates, et il y avait des fois des win rates où, je sais pas, tu jouais un guerrier contrôle, t'allais affronter un truc, 40, non, mais tu pouvais arriver sur des 80% de win rate, où vraiment le mec, il pouvait allumer et capituler direct, parce que, ou alors vraiment, t'avais un peu de temps à perdre, mais je trouve qu'il y a vraiment aucun match-up où tu peux pas juste capituler direct parce que bah c'est bon, j'ai perdu le pire face season. Non, t'as toujours ta chance de gagner, et je pense que dans le pire des cas, à 65% de win rate, mais ça va pas, tu vas pas être bien plus haut. En tout cas, c'est ce que je voyais sur le graphique, et c'est ce que je ressens quand je joue. Tu ressens aussi, toi, dans tes parties, en tout cas avec, par exemple, avec Fanas, t'as pas l'impression de dire, mince, ce héros-là, chaque fois que je tombe contre lui, il me met 2 claques, quoi. T'as pas ça. Bah, il y en a que je sais que j'ai plus de mal. Ouais. Par exemple, la Fanas, c'est difficile contre... Moi, j'ai beaucoup de mal contre les Fen. Ok. Parce que ça fait pas partie des conseils qu'on va donner, mais le Fen fait beaucoup de après vous, et moi, ma manière d'aborder le Fanas, c'est j'aime bien avoir le dernier mot, et j'aime bien être le dernier qui dépense ses derniers cristaux de mana pour conclure le tour. Et Fen, il le fait mieux que moi, et c'est vrai que ça me bouscule beaucoup ma manière de jouer. J'aime bien aussi un peu épuiser, c'est vrai que le Fen, c'est vraiment le héros que j'épuise le moins. Moi, j'aime bien faire cracher les cartes à mon adversaire de manière pas intelligente, l'inciter à vouloir à tout prix gagner l'XP à ce moment-là, et moi au final je suis plutôt content parce qu'il a craché 4 cartes alors que moi une ou deux j'en ai remonté une, quoi. Fen, il s'en fout, hein. Il crache sa main, il crache sa réserve, et c'est reparti pour un tour. Ouais, c'est plus donc ouais, là-dessus, ok. Mais voilà, je trouve que la méta de ce point de vue-là est très intéressante. Je trouve vraiment que la méta est top. D'accord, faut juste virer les uniques, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est le gros problème. Mais tu sais, après on va pas parler 10 ans des uniques, on va pas râler que là-dessus, mais c'est vrai que tu prends des jeux comme Keyforge où t'avais vraiment des decks qui sont uniques et qui a tué le jeu, là ça revient à Keyforge, mais parce que justement il y avait des trucs où tiens, tu tombais sur des decks, c'était complètement cheat, et là c'est vrai que le problème d'un jeu, malgré qu'il y en ait que 3 dans un deck où t'as des uniques, c'est faut être réaliste, c'est fait par un algorithme, donc l'algorithme va générer des uniques, et puis on se rend compte qu'à un moment donné, c'est pas bon, sauf que le jour d'un tournoi, si t'es un mec qui a jamais fait son unique sur BGA, et qu'il arrive au tournoi et qui dégomme tout le monde parce que l'unique elle a pas été vue, parce qu'effectivement c'est un algorithme qui le fait, ça fait chier, quoi. Donc c'est vrai que c'est le problème d'avoir 1 million de combinaisons d'une carte, et que chacun a ce truc-là. Mais bon, ça fait chier si on est dans cette thématique dans la compétition. Oui, mais bon, c'est parce qu'il y a ce côté waouh, c'est trop chouette, il m'a sorti un dragon blanc aux yeux bleus, le mec il m'a explosé, et la carte est trop stylée. Mais c'est vrai que si on est en mode tryhard, des fois, moi j'aime bien quand j'ai perdu, j'aime bien me dire que c'est ma faute, et pour rebondir et pour élucider. Et des fois c'est vrai que t'as des parties où t'as l'impression d'avoir perdu que par l'impact de cette unique. Après ça reste le TCG, c'est vrai que t'as le côté collection, t'as le côté effectivement s'amuser avec les potes, mais t'as quand même le TCG, il y a aussi le côté compétitif, il est quand même ultra important. Donc si jamais la scène, on verra bien à long terme. De toute façon pour l'instant c'est très frais, hein. À l'heure où on vous parle, on est que sur le set 2 d'Altered, donc il y a encore beaucoup de choses qui vont bouger, et j'espère en tout cas que Equinox fera en sorte que le jeu soit chouette au niveau tournoi, quoi. Alors là tu me parlais un peu dans les notes, tu marquais du coup savoir avec ce que ça coûte en cristaux, 1, 2, 3, qu'est-ce que le héros peut faire. Est-ce que tu peux développer un peu par rapport à ça? Donc quand on commence à connaître un peu les cartes qui composent un deck, quand je vais affronter un Sigismar, il faut à tout prix faire cet exercice de mémorisation et de rappel au moment où on joue, parce que c'est bien beau de se souvenir de quoi est composé la decklist de Sigismar, mais si qu'on est en train de jouer le tour 1, le tour 2, le tour 3 de la partie, et qu'on n'a pas ça en mémoire, vraiment bien actif dans sa mémoire, le travail sert à rien. Donc tout de suite, quand on commence la partie, tout de suite, il faut que les lumières s'allument, et qu'on se dise, je joue contre un Sigismar, donc il peut très certainement me jouer une Baba Yaga 3-2-2 qui va piocher, il peut très simplement me jouer une mécanicienne de la fonderie 1-1-2, ce genre de choses. Faut être au courant de les stats qu'il va mettre sur le terrain pour jouer avec ça. Ça c'est vraiment, je pense, peut-être le meilleur conseil que je peux donner, parce que c'est un peu des maths, Altered, et donc il faut juste passer de 1. Oui, ça suffit pas ça suffit pas de connaître bien votre deck, il faut vraiment savoir quand même ce que joue l'autre globalement. Beaucoup calculer, et voilà, bien regarder les biens, mais voilà, réussir à essayer de l'embêter, parce que tu sais que lui il va être bon en montagne, tu vas essayer de l'amener plutôt en eau, ce genre de choses, bien connaître ce qu'il peut jouer pour l'embêter. Surtout que les biomes depuis le set 2, c'est un peu plus mis en avant, je trouve ça c'est sympa. Par rapport au set 1, je trouve que le set 2, du coup, il met ça en avant, et je trouve ça pas mal. Enfin, le fait d'avoir plus ancré sur les différents biomes, je trouve que ça donne plus de richesse au jeu.
qui était au début de ça, c'est plutôt pas mal. Tu disais donc ouais, donc le savoir vraiment qu'est-ce que le mec peut faire, comment il peut jouer pour que toi, contre un Kojo, un petit Jin qui va t'apporter 2 en montagne pour 1, il faut vraiment que tu sois au courant qu'il peut apporter 2 de montagne pour 1 constamment pendant la partie. Si t'as pas cette notion là, tu peux pas jouer. Enfin, tu peux pas être compétitif et à prétendre être dans le top 100 déjà. Surtout si tu vas jouer avant lui, quoi. Enfin, parce que si tu joues après lui, ça va, tu regardes les stats, tu vois, oui, voilà. qu'il a fait ça, tout va bien, quoi. Mais souvent, la plupart du temps, un tour va, par exemple, on est à 7 mana, il va souvent jouer, on pose une carte, on regarde comment il répond, on prend la température, et c'est souvent la dernière carte qui va décider un peu qui va avancer, qui va pas avancer, et donc c'est vraiment ça qui est important, c'est la dernière qui va jouer. C'est quoi? Ça va être, souvent, tu dois savoir, un Sigismar, si tu vois qu'il lui reste 2 de mana, tu peux être sûr qu'il va te faire un entraînement de l'esprit pour virer ta carte que t'as boostée ou machin. Voilà, il faut avoir des warnings, il faut que tu saches que le Sigismar pour 2, souvent il va te virer un machin, comme un Fanas pour 2, souvent il va te faire un zoo, ce genre de choses. Donc il faut jouer, répéter, retenir et savoir ce que peut balancer le héros avec tel mana. Ouais, combien il lui reste en main et donc qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, quoi. Parce que dans les TCG, c'est vrai que pareil, je suis désolé, je fais les analogies avec Flash and Blood, mais souvent on dit bah tiens, il y a une carte type qui montre, quand je dis la carte type, la valeur d'une carte de base intrinsèque, et c'est vrai que c'est faut de se dire cette carte là, est-ce que ça vaut le coup de la jouer ou pas? Est-ce que tu fais ça du coup aussi de se dire bah tiens, ma carte de base en fait c'est quoi globalement? On dit pour 1 de mana c'est un stat. Est-ce que dans le jeu, est-ce que tu dis bah tiens, cette carte de base elle est le jeu a été construit dans Altered en disant bah tiens, je coûte un cristaux, ça correspond à 1 dans toutes mes stats, et après à partir de là je vais aller décomposer en disant bah tiens, il y a moins de stats, donc du coup c'est plus, enfin tu vois, pour savoir la valeur d'une carte, c'est-à-dire qu'en gros pour juger une carte, ça c'est bonne ou pas, et puis du coup toi aussi te dire c'est ça, en gros te dire bah tiens, la carte elle vaut ça de base, c'est ça la référence, et à partir de là quand c'est que j'estime que je suis au-delà de la valeur de la carte, et quand je vais la jouer aussi, c'est-à-dire que la valeur intrinsèque de la carte en elle-même, et au moment où je vais la jouer sur le plateau, à quel moment donné elle dépasse en fait les valeurs intrinsèques de la carte. Je sais pas si je suis très clair, mais quand tu vas jouer ta carte, à quel moment donné tu sais que ça va être elle va, comment dire, tu vas profiter du biome, ou tu vas profiter de ce que fait l'autre pour dire bah tiens, c'est pas juste, je sais pas, je vais dire, tu parlais du zoo, si tu dépenses un zoo et que ça te coûte 2 de mana et que tu vires une carte qui vaut 2, est-ce que t'as un intérêt dans le donc la valeur d'une carte par rapport à ton adversaire, là etc. tu me tends une perche qui me permet de te répondre. Oui. Mais effectivement, utiliser une carte qui va contrer ton adversaire par une carte qui a coûté moins. Si lui il a mis 3 cristaux et que toi t'as utilisé 2 cristaux pour lui virer, ou pour le contrer en mettant peut-être un serviteur un peu plus puissant, par exemple Fen, tu dois bien connaître, avec les Anansi qui vont faire des stats monstrueuses, alors avec 3 ou 2 de mana selon si ça vient de la réserve, effectivement que c'est ultra important de réussir à répondre à ce que dit ton adversaire en utilisant moins de mana. C'est ça. Du coup, c'est vrai que la gestion de parce qu'on parlait de la gestion de ce que va jouer l'autre, mais aussi toi quand tu joues tes cartes, de quelle est la plus-value de ta carte en elle-même. Et c'est vrai que ça peut être un guide sur comment utiliser les zoos, comment utiliser les entraînements à l'esprit. Je dirais qu'il y a 2 manières de les aborder, c'est removal, comment gérer les créatures en face. Je vois trop de joueurs qui me gèrent des créatures qui sont pas importantes. Il faut 2 fois accepter de perdre une XP pour garder son removal dans la main pour plus tard. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons j'ai un zoo dans la main qui peut virer une carte, avec ce zoo, je veux soit virer une unique, parce que si je suis en train de jouer à un adversaire qui je sais est fort parce qu'au préalable j'ai regardé qu'il était bien classé, et donc je m'attends à ce qu'il ait des uniques très fortes, c'est vraiment la raison pour laquelle d'ailleurs je vais regarder si mon adversaire est fort, je veux savoir s'il va avoir des très bonnes uniques ou pas. Et sinon mon zoo je veux l'utiliser sur les cartes que je sais qui sont pétées actuellement, c'est-à-dire pour Afanas je veux l'utiliser sur un mage danseur, sur un aloe vera je veux pas lui laisser un aloe vera, tu veux pas qu'il ravitaille, voilà, des choses. Je veux pas qu'il ravitaille. Donc il faut cibler les cartes puissantes, il faut le connaître, quelles cartes on veut pas laisser sur le board. Un mage lanceur on veut pas le laisser sur un board, une unique qui va faire du token générateur chez Sigismar on veut pas le laisser sur le board, et il faut du coup savoir garder le zoo dans sa main, même si ça nous aurait bien arrangé d'enlever une Baba Yaga qui traîne à gauche et que ça nous aurait fait avancer d'une XP. Moi je suis plutôt dans le côté, bon, à part si effectivement ça te fait gagner la partie, hein. Mais plutôt en début de jeu je suis plutôt tendance à vouloir économiser mes removals et les garder pour des grosses menaces qui peuvent te faire perdre la partie si tu les laisses jouer de la main puis de la réserve.
Ouais, parce que souvent, on en parlait, je sais pas si t'en parles plus loin ou pas, mais c'est vrai que le fait de se dire, bah tiens, si je perds une expédition, j'ai perdu, comme tu le disais au tout début de la vidéo, c'est pas parce que t'es à une expédition en arrière que t'as perdu, ou c'est pas parce qu'à tout prix tu vas mettre toutes tes cartes pour faire en sorte d'avancer ce tour-ci, que ça va être le bon plan. Si t'as pas prévu à long terme, si t'as perdu toutes tes cartes de ta main, bah peut-être ça va pas être le bon move, quoi. Donc c'est pour ça que c'est vrai, comme tu disais, le côté mathématique, quand je disais la value d'une carte, c'est-à-dire à quel moment donné, la carte, je vais pouvoir l'utiliser pour qu'elle dépasse entre guillemets les stats de base en fait qui seraient de 1 cristaux de mana pour 1/1, à quel moment donné elle va être plus rentable que je dis bah tiens je vais le jouer maintenant parce que dans ma main je vais mettre un 2/2 mais elle arrive pour à quel prix quoi. Enfin, il y a un autre exemple qui illustre un peu ton propos, c'est le mage danseur par exemple. Mon mage danseur il me coûte 2, si je le joue au tour 1 ou au tour 2, ce côté snowball où je vais lancer plein de sorts et il va monter très haut, bah ça m'arrive de le faire, mais c'est regrettable. Souvent, t'as plutôt envie de jouer ton mage danseur quand tu commences à avoir 5-6 de mana pour effectivement profiter de son effet un peu plus. C'est ça. Mais oui, ce genre de réflexion à avoir. C'est vrai que je pense qu'un débutant, il se dit ah j'ai vu sur YouTube que mage danseur c'est trop fort, donc je vais toujours le jouer tour 1 hein, parce que c'est trop fort. Mais effectivement, il faut forcément avoir un regard critique sur ce qu'on fait et puis après avoir fait le move qui était peut-être mauvais, essayer de se rendre compte que finalement l'impact était pas si fort sur la partie. Il faut toujours être dans cette démarche. Pourquoi ça a pas fonctionné? Si on est dans une démarche comme on faisait un petit peu Ludique elle est trop forte, j'ai perdu juste à cause de Ludique, ça marche pas. Faut qu'on se pose les bonnes questions. Alors, c'est marrant parce que donc, tu parlais du tour 1, mais justement, si on peut ça le tour 0, est-ce que toi, du coup, tu sais directement que t'as toutes les combinaisons de tes cartes et tu sais qu'au tour 0, en fonction, tu sais déjà, sans même presque à réfléchir, de dire, bah, je garde ça. Parce que souvent, des fois, on est là en boutique, on dit, bah, qu'est-ce que je vais faire? Et puis t'es là pendant 10 ans, je vais prendre ça, je prends ça, non, je prends plutôt cela. Ah, mais j'ai envie de tout garder. Est-ce que t'as un conseil par rapport à ça? J'imagine que ça dépend énormément des héros de toute façon, mais est-ce que t'as... Moi, je suis un joueur qui adore avoir une feuille à 4 sur soi. Okay. N'importe quel jeu que je joue, quand je le tryhard, moi j'adore prendre des notes, donc après peut-être partager ma passion avec moi ou peut-être trouver un plan B ou ce que vous voulez. Mais en tout cas moi, quand j'ai perdu une partie et quand j'ai commencé le jeu et que effectivement ce fameux tour 0-1 je devais y faire face et être efficace, souvent je faisais une connerie, je me disais mince, c'est vrai que lui il avait une Baba Yaga et c'était pas bien réfléchi de ma part. Bah, j'écrivais en gros, Sigismar il joue Baba Yaga, et donc j'avais mon petit encadré sur ma feuille, Sigismar il peut jouer Baba Yaga, il peut jouer ça, il peut jouer ça, il peut jouer ça. Et ça un peu sur tous les héros, et ouais, il faut être au courant de ça, ouais, effectivement, pour savoir ce que tu choisis dans ta main. Pour choisir ce que tu choisis dans ta main. Parce que c'est vrai que souvent on est là quand on débute, on dit bon bah de toute façon ça coûte 5, je vais pas le jouer. Pareil, mais ça suffit pas. Enfin c'est pas parce que du coup tu sais que ça tu vas pas le jouer, donc évidemment tu le vires, t'as pas trop besoin de réfléchir. Mais après entre ça ou ça, qu'est-ce que... Par exemple, bah après on peut aborder aussi un aspect du jeu qui je trouve aussi mériterait peut-être d'être vu, mais personnellement je trouve que c'est beaucoup trop punitif de commencer. Je pense que le joueur qui commence devrait peut-être avoir une compensation, un petit truc qui fait qu'il ait un peu moins les larmes aux yeux de commencer, parce que c'est un peu comme les échecs, si on dit que quand tu joues les blancs normalement t'es avantagé, ce genre de choses, bah moi je le ressens vachement. Alors peut-être pas vrai pour tous les héros, parce que par exemple Kojo il est plutôt content j'imagine de commencer, mais en tout cas moi en tant que joueur d'Afanas, je chiale quand je vois que j'ai le jeton 1, je trouve que ça a un vrai impact sur ma partie. Ouais, le win rate il est malheureusement tu peux pas le... Parce que souvent le tour 1, la plupart du temps, tu vas jouer grand max 2 cartes, des fois très souvent qu'une. Et donc tu poses ta carte et le mec il fait ce qu'il veut. Toi t'as aucune réaction après derrière. Et donc par exemple un truc qui moi j'aime pas trop faire, c'est poser une Baba Yaga 3-2-2 contre bon c'est un héros qu'on croise pas souvent, et Akesha par exemple, parce qu'Akesha je sais qu'il joue les alchimistes, et donc il va me poser une 3-3-3 voire une 4-4-4 s'il la joue en rare, et souvent je vais poser ma Baba Yaga et il va me contrer avec son alchimiste et il va passer juste au-dessus. Bon, je dis pas que c'est le pire des tours, parce que en jouant la Baba Yaga, on a quand même pioché, on a quand même fait du card advantage, mais ça peut être aussi intéressant de réfléchir autrement. Moi, je commence à jouer les renforts dans ma decklist. Les renforts, ça coûte 2. Donc, on a ce côté un peu réaction. Je vais poser une 1-1-1 grâce à la carte renfort. Je vais piocher. Il me reste 1 de mana. Je vais peut-être pouvoir jouer un petit disciple studio, une petite merdouille de l'autre côté, pour répondre à mon adversaire. Ouais. Donc voilà, ça de réfléchir à ce qu'il peut jouer, effectivement. Voilà. Est-ce que tu vois que dans certains cas, tu gardes quand même une carte parce que tu dis ouais, je pourrais la jouer au tour 3? Ou est-ce que tu dis ouais non, ça fait une main morte, je la garde pas? Tu vois, est-ce que dans certains cas spécifiques, tu dis bon allez, elle vaut cher, mais tant pis, je la garde quand même? Ça dépend le héros. Ça dépend. Ouais. Je sais que Sigismar et les Sierra, ils aiment bien garder leur gros repères, le grand projet, la ruche Carabot, ce genre de choses. Je sais que c'est trop important pour eux, particulièrement Sierra qui mise, j'ai l'impression, un peu tout son gameplay autour de la ruche. Oui.
mais je dirais que c'est assez exceptionnel. Ou alors une unique très forte. Oui, c'est ça, tu as tes deux uniques au début. C'est sûr que si t'as mis 300 € dans une unique, tu vas pas la jeter dans la poubelle, hein. Ah mince. Tu vas le jouer. Ok. Voilà. D'accord. Mais bon, ouais. En gros, pour résumer le conseil, ça serait de toute façon de prendre des notes sur qu'est-ce que joue chacune des factions sur le premier tour, quels sont par rapport au, comme tu le disais juste avant, quels sont leurs persos, etc., leurs cartes qui coûtent 1, 2 ou 3, pour savoir ce qu'ils peuvent jouer, et en fonction, surtout si malheureusement t'es premier joueur et que tu peux pas réagir à ça, quoi. Et même faire l'inverse de la réflexion, c'est-à-dire pas juste se dire qu'est-ce qu'ils vont jouer, mais plutôt se poser la question, moi, avec mon deck, quelles sont les 3 cartes que je veux? Pour qu'effectivement, peut-être pas passer 3 minutes à réfléchir et être dans un certain automatisme, que quand je suis contre tel héros, ma main de départ parfaite, c'est ça. Être au courant de chaque main de départ parfaite, parce que si je pense qu'il y a peut-être des joueurs débutants qui seraient tentés d'avoir une seule main de départ parfaite, qu'importe le héros auquel il fait face. Et que, par exemple, il va se dire, ah ouais, mage danseur, main tendue, je les veux, je les garde. Alors que pas forcément. Donc voilà, réfléchir à ça, faire cet exercice mental contre tel héros, se faire son propre avis, qu'est-ce que je pense puisse être le meilleur tour. Par rapport à votre deck, évidemment, et parce qu'on a parlé des héros, mais effectivement, ça dépend aussi comment vous le jouez, quoi. Par exemple, on disait de Fane, moi j'adore le Festival Lyra, on disait maintenant ça se fait contrer, etc. Mais sur le Festival Lyra, moi j'aime bien mon Festival Lyra, mais c'est vrai qu'en fonction de comment vous allez jouer votre héros aussi, ça va, parce que tu parlais des uniques, en fonction des uniques que tu as, tu vas faire tourner des fois ton deck autour des uniques, et donc tu vas pas jouer les mêmes cartes non plus. Ok, donc en tout cas, ça, faire attention en tout cas à ça. Et ensuite, donc tu modifies son deck, c'est ce que tu en avais parlé tout à l'heure, c'est un peu, J'en ai parlé, et en même temps, je pense que je peux juste rajouter une phrase. Globalement, j'ai parlé de l'envie, faut toujours rester dans le plaisir du jeu et pas être basculé dans le côté répétition, je vais à tout prix monter dans le ladder et dans la frustration, et je trouve que modifier son deck, ça a 2 impacts très importants. Déjà tu vas être dans une curiosité de voir si ça fonctionne un peu mieux, et je pense que si on n'a pas cette curiosité et qu'on la cultive pas et qu'on n'y prend pas du plaisir, je vois pas comment on peut être spécialement bon dans le jeu. Ça fait vraiment partie de ces questionnements qu'il faut qu'on se pose constamment. Donc il faut toujours, je pense que c'est bon de changer constamment son deck, d'essayer des choses, et puis en plus cultiver le plaisir, parce que c'est vrai que ça fait comme des mini patchs, c'est-à-dire moi quand j'ai viré mes 3 Baba Yaga, j'étais super content d'inclure des renforts et de jouer une carte que j'ai pas l'habitude de jouer. C'est toujours plaisant, on a l'impression d'avoir un peu comme une nouvelle extension, parce que c'est vrai qu'il y a des cartes qu'on n'a pas trop touché, quoi. Donc je pense que c'est très important d'être curieux, de presque changer son deck tous les 3 jours. Moi je change sincèrement tous les 3 jours, sincèrement. Ok. Pour voir un peu ce que ça peut faire et comment ça peut... Parce que je suis toujours... C'est créatif. Non mais c'est surtout, je suis toujours à la constante recherche de ce que je pense être la meilleure decklist. Si tu penses avoir la meilleure decklist et que c'est bon, t'as atteint t'as trouvé l'élimination. Non, je pense pas. Je pense que on est toujours un peu en constante recherche de c'est quoi la meilleure decklist. Il faut être en constante question sur cette fameuse gold list. Mais c'est intéressant ce que tu dis là, parce que tout à l'heure on parlait des meilleurs decks du moment, et souvent on va avoir tendance quand on va débuter, et ce qui est normal, en fait, pour apprendre le jeu, tu vas dire, je vais prendre ce deck là, comme c'est le meilleur, je vais jouer ce deck là, puis je vais être le meilleur avec ça. Mais à un moment donné, comme tu disais, le jeu évolue à chaque fois, et vous pouvez, ou effectivement, parce que si t'es passif et que tu copies, comme je dis toujours aux élèves, quand tu copies quelqu'un, tu resteras le copieur, quoi. Et à un moment donné, il faut aller chercher des choses aussi pour tester, quoi. Si tu testes d'où aussi j'ai ce côté un peu positive attitude, mais d'où le plaisir de jouer, c'est-à-dire que si tu copies juste sans parler à ton être intérieur de toi, qu'est-ce que t'aimes faire dans un jeu, qu'est-ce que tu veux provoquer, il y a peut-être une decklist qui est incroyable, mais si tu arrives pas à ressentir où le deck t'amène, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il veut faire, tu vas pas le maîtriser. Il faut que tu te dises, ah ouais, cette decklist, elle me parle, je vois ce que je peux faire avec. Et comment je peux me l'approprier. Voilà, quand tu dis effectivement quelles sont les cartes. Moi, tu me mets un Sigismar dans les mains, même avec des très bonnes cartes, je pense que je peux être particulièrement mauvais, parce que j'ai pas des affinités avec ce genre de deck, tu vois. Ah, je comprends. Comme je disais, je viens de Hearthstone, dès que je m'étais touché un deck aggro, j'étais trop nul. Je sais pas faire. Ouais, je pense qu'il y a effectivement la façon dont on est joueur, c'est important. J'entends, et je pense que c'est un bon conseil, et puis ça évite la répétition, et puis de s'ennuyer au bout d'un moment, sinon tu dis effectivement je prends un deck qui est super fort, et puis après qu'est-ce que je fais avec, et faut oser, quoi. Et alors après tu nous parlais de amener les jetons dans les bons biomes, on en parlait tout à l'heure, qu'est-ce que tu pourrais développer là-dessus Je pense qu'il faut se rappeler les règles du jeu, effectivement, on est sur des
Des fois on a l'impression que c'est juste des maths, mais non, on a quand même des jetons qui avancent, et donc faut toujours garder ça à l'esprit et les regarder. Je pense que même à haut niveau, on peut avoir tendance à oublier un peu de réfléchir à ça, et pareil, comme quand on fait une partie, il faut constamment penser au serviteur qui peut jouer. Il faut constamment à regarder ses biomes, et toujours dans la question, est-ce que ce biome m'intéresse, est-ce qu'il me fait peur selon ce qu'il peut jouer. Par exemple, la carte renfort qui va provoquer une invocation d'une 1/1/1 et une pioche de cartes si tes deux expéditions sont en retard, sinon c'est soit l'un soit l'autre. Ben ça change ta manière de jouer, parce que si t'as 3 renforts dans ton deck, ben des fois si t'as le choix entre faire comme ça ou égaliser, tu vois ce que je veux dire, essayer de ramener tout à égalité plutôt que de créer encore un écart de 2 sur le côté droit. Donc il faut avoir cette conscience là. Par exemple, si tu joues un Gulrang, t'as pas trop envie qu'il ait des experts en retard. Si t'as le choix, s'il vaut mieux équilibrer, parce que je crois qu'il a des cartes qui, voilà, si tu es en retard, machin. Donc avoir cette notion là, et puis bah voilà, encore une fois, retenir les grosses cartes. On sait que, je sais pas, un Kojo peut te jouer un Grand Djinn, 4, maintenant les plus trop joués, mais par exemple une 4 de montagne, 4 de nature, faut que tu aies conscience de ce genre de cartes. Que les Lyras sont mauvais dans l'eau, ils savent pas nager. Voilà. À part les aloe vera que tu vas virer, une fois que t'as plus l'aloe vera. Bah justement, voilà, l'aloe vera est quand même... Après, j'ai l'impression qu'il a gagné en gain de popularité, on la voyait plus trop, on la revoit beaucoup. Mais ouais, un Muna ou un Lyra, il faut que t'aies peur de l'aloe vera, et il faut que t'aies peur du biome full eau. Ça t'intéresse pas du tout que de le positionner, en tout cas de vous positionner tous les deux sur l'eau, c'est pas du tout quelque chose que tu recherches, parce que tu sais qu'il va jouer son aloe vera, qu'il va avoir 4 en eau, et ça t'intéresse pas. Donc voilà, il faut avoir conscience de son deck et de son adversaire, et jouer, faire profiter ces connaissances-là, et jouer autour de ça. Ouais, et puis comme on disait, le 7-2 encore plus, avec certaines cartes. Après, est-ce que vraiment le 7-2, moi j'ai l'impression, pour fan et tout... Faut pas jouer tes cartes dont tu me parles. C'est ça, mais bon. Mais oui, mais dans l'idée, du coup, il y a peut-être un peu le feu follet qu'on voit dans quelques decks chaînes, mais globalement, le 7-2, je trouve qu'il est, enfin, après, moi, je joue beaucoup moins que toi, j'ai l'impression qu'il est... je suis d'accord avec toi. On a quand même beaucoup de 7-1. C'est ça. Le Fen particulièrement, à part les Macpeng et les feux follets, je vois pas quelques-uns qui jouent trop de passe-passe, et là, je parle pour Lyra, effectivement. Ouais, non, mais ouais. Même à Fanas, tu peux faire un deck monstrueux avec autre qu'une carte de 7-2. Donc n'achetez pas le 7-2. Mais attention, parce qu'après, au bout du 7-3, dire, ah mince, en fait, les cartes du 7-2, maintenant, elles vont être bien. Donc il faut faire attention toujours qu'il y a certaines cartes qui pourront revenir en avant, qui étaient mises de côté, quoi. Tu parlais on va rebondir peut-être un peu, effectivement, tu parlais des expéditions en retard, en avance, etc. C'est un peu le tempo. Qu'est-ce que tu parlerais là-dessus, sur le tempo? Est-ce que tu as des conseils à donner? Justement, on disait souvent, bah tiens, je suis en retard, j'ai perdu, ou je suis en avance, ça y est, je vais gagner, ou en fait, c'est pas le reflet vraiment à l'instant T de la partie, à moins évidemment si t'es tout à fait. De gagner. Il faut vraiment savoir perdre des XP. Faut surtout quand on joue des decks comme Afanas ou Fen, ou même des fois Sigismar, ou qui vont jouer des certaines cartes qui, si l'expédition n'avance pas, je pioche ou je sabote. Il faut savoir profiter de ces cartes-là, et il faut savoir épuiser son adversaire. Il faut aussi accepter, souvent Afanas va souvent perdre, va avoir un mauvais départ, je trouve, la plupart du temps. Il faut accepter ça et rebondir, se dire ok, je vais avoir un mauvais départ, parce que souvent les decks que j'affronte sont plus agressifs sur le tour 1 et 2, donc il faut que je fasse du card advantage dans ce cas-là. Et donc voilà, connaître un peu cet aspect-là, que ça peut être intéressant presque. Moi, quand j'affronte un Sigismar, des fois, je me dis, ouais, mais je vais pas en tirer une d'XP. Des fois, je garde le saut de conjuration qui va me faire piocher 2 cartes, et je pose aucune créature. Parce que souvent, je vais jouer ma Baba Yaga, il va me la rattraper. Et surtout si je suis premier joueur, c'est toujours ce problème-là, surtout quand je suis premier joueur, il va me la rattraper, il va avancer des deux côtés et moi d'aucun, et j'aurais pioché qu'une carte. Alors qu'un saut de conjuration, il t'en fait piocher 2, donc des fois, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent te traverser l'esprit de faire ce genre de move, surtout si t'as une mauvaise main de départ et que tu veux vite la gonfler un petit peu plus, quoi. Après, le truc là, c'est de se dire jusqu'à combien d'XP de retard je peux me permettre, quoi. C'est toujours bon, y a pas de problème. 2, tu commences à... J'ai envie de te dire, ça dépend de tes cartes, tu peux laisser toutes les XP de retard du monde, sauf contre ceux qui jouent Petit Babon de Géant et Sigismar qui joue Grand Projet. Parce que c'est vrai que le problème avec Sigismar, c'est que si tu lui laisses faire un 4-0 sur les 2 premiers tours, s'il joue le Grand Projet derrière, ça devient complexe.
C'est encore faisable, mais ça devient complexe. C'est vrai que c'est plus compliqué que dans certains jeux d'avoir le rapport de est-ce que à quoi correspond une expédition de retard, tu vois, de se dire est-ce que ça vaut le pioche d'une carte, est-ce que tu parlais du sabotage et tout, quel est le ratio entre une expédition de retard, ça correspond si on devait mettre un égal avec des maths, tu vois, tu parlais de maths, c'est facile quand tu calcules les biomes, mais quand tu calcules une expédition de retard et des maths, comment je le calcule ça, tu vois, si tu veux des chiffres, je dirais que vers les tours de mana, on arrive vers le 7-8 de mana. Tout le travail de card advantage qu'on a fait, on va le ressentir. Là où on va moins le ressentir sur les tours d'avant, parce que souvent sur les tours d'avant, on va commencer à jouer que 1, 2, grand max 3 cartes, et donc le mec, même s'il a beaucoup moins de cartes que toi, tu vas pas trop ressentir l'impact. C'est pour ça que plus on va aller haut dans les cristaux, plus l'effort que tu as fait pour avoir une belle main, et lui, c'est très épuisé, va se faire ressentir. C'est pour ça que je te dis que s'il a pas de grand projet, pas de petits pas, il peut t'avoir mis, je sais plus combien il y a d'XP, mais voilà, 8-0, j'en sais rien. Tu peux tout rattraper, c'est à chaque fois, si, c'est pas un conseil que je donne. Mais en tout cas, c'est des games que j'ai fait. Tu vas nous montrer ça, 7 XP de retard. Non, mais c'est important parce que ça fait relativiser un peu. Faut qu'on revoie la partie de... Ça fait relativiser. On avait pour projet peut-être de en montrer une partie. Je sais plus exactement comment se présente la partie, mais je crois que j'avais beaucoup de retard contre un Sigismund. D'accord, c'est intéressant. Tu vas voir qu'il faut pas abandonner et que tout est possible. Et donc le après vous, on parlait effectivement du tempo dans le jeu, ou en tout cas ce fait c'est très fort dans le jeu de se dire tiens, je peux réagir à ce que va faire l'autre. Le après vous, cher monsieur. Donc effectivement, petite dédicace à Vigo en quête de jeu qui a perdu un match contre moi parce qu'il avait d'abord joué son serviteur qui coûtait 4, puis son serviteur qui coûtait 1. J'ai dit mais tu te rends compte que si tu avais joué d'abord ton serviteur qui coûte 1 et que tu aurais attendu ma réponse et que tu aurais mis ton tour 4 après, donc on avait fait tous les scénarios, on s'était amusé à faire si tu faisais ça, je faisais ça. S'il avait joué dans l'autre sens et qu'il avait plutôt essayé de jouer ces cartes qui coûtent pas beaucoup pour asseoir son gros serviteur là où il faut à la fin, c'était 100%, il a gagné à 100%. Donc effectivement, avoir cette notion que le après vous est très puissant, et c'est pour ça que Fen est incroyable, parce que il a cette capacité à remonter dans la main son l'entraînement magique qui lui permet de piocher. Donc pour 1 il va piocher, et il a peut-être pas d'impact sur le terrain, mais Fen il a cette capacité à produire de la grosse créature sur peu de mana, avec les Macpeng et les Anansi, donc il s'en fiche finalement. Lui c'est juste ce qu'il veut, c'est avoir le dernier mot sur la partie. Donc voilà, en tout cas quand on joue un Fen, c'est très 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 important d'avoir cette notion là, qu'il faut faire du après vous. Sur Afanas aussi, je pense aussi. Sur Sigismund, on a des cartes qui coûtent 1 qui sont très intéressantes. Oui, je t'interroge une seconde. Effectivement, quand on dit après vous, c'est pas juste la capacité après vous, hein, c'est le fait de jouer une carte qui vaut 1, qui permet de voir ce qui va se passer, quoi. Tout à fait. Même si voilà, c'est pas que la capa après oui, en fait, vous, un après vous est une carte qui coûte 1 globalement. Non mais c'est ça, mais oui, tu fais bien de le préciser. Et, par exemple, il y a une carte qui est assez chouette et qu'on voit beaucoup chez Sigismund en ce moment, depuis le 7-2, c'est Cri de ralliement, qui va juste rajouter un boost pour 1, mais il a le luxe de pas être en rafraîchissement et d'être rejouable. Donc t'as 2 après vous dans le même tour, et t'as apporté 2/2 sur ton terrain, donc c'est génial. Et il faut vraiment comprendre que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une carte qui t'apporte 2/2 en 2 coups, 1 puis 1, que 2/2 en un seul coup. Bien sûr. Parce qu'il y a ce côté réaction, on est dans du tour par tour, on a l'impression d'être dans un JDR, non, dans un JRPG un peu. Et voilà, il va avoir ce côté un peu être dans la réaction constamment, et donc il faut jouer ses tours en premier, ses mécaniciennes, ses cris de ralliement, s'amuser à... En fait, ce qu'on recherche, c'est que le mec joue sa carte puissante, et que toi t'es encore assez de mana pour lui virer, en fait. T'as envie qu'il pose son unique complètement fumé, et que toi t'es encore avoir 2 de mana pour jouer ton entraînement à l'esprit de l'équipe, ton zoo, ton machin. Ou lui changer d'expédition. Voilà. ton idole, machin. Ou même si t'es vraiment le roi de l'après-vous, un gigantesque blizzard, c'est sympa. Ouais, il faut vraiment avoir cette notion que le après-vous est très puissant dans le jeu, très très puissant. Ouais, t'as vraiment la main après sur la partie. D'où, comme tu disais, que le fait d'être premier joueur au tout début, ça fait mal aux fesses, quoi. Ça m'est déjà arrivé sur des parties un peu complexes, de faire par exemple le sort givre qui coûte 1 chez Afanas, et de rien givrer, et de rien faire du tout, juste pour voir ce qui va se passer. Quoi. Faut vraiment avoir cette notion. Même si c'est une dépense d'une carte, la fin d'une carte et d'un cristaux, mais un cristal, mais ça peut.
Et alors, après, t'as le saboter, gérer les uniques, justement, les fameuses uniques pétées, on disait les uniques c'est pété, donc il faut faire avec, quoi. Enfin, il faut faire en sorte de pouvoir les gérer, le sabotage et compagnie. Je crois qu'à peu près toutes les decklists jouent du sabotage. Il faut, en tout cas, je pense. Ouais, moi, j'en ai pas assez, mais oui. Après, toi, on va dire que t'as du sort de sabotage dans le sens où t'as l'entraînement a cappella, là, le a cappella, qui est une sorte de sabotage au final, parce qu'il va ramener à une demi-vie plutôt qu'une vie entière la carte. Donc c'est pareil. Et donc avoir encore une fois conscience qu'on est en train de jouer un adversaire qui est puissant en regardant son score, et donc s'attendre à une unique très forte, l'effet des dents, les machins, il faut que ça explose ces cartes-là, c'est très important. Buter du mage danseur. Moi j'aime bien aussi défausser chez le Sigismar ces cartes qui coûtent 1 et qui sont rares. Alors, je me rappelle plus leur nom, mais il y en a deux. Il y en a une qui est en 1-1-2 et une en 1-2-2. Je trouve que c'est des cartes qui sont puissantes parce qu'ils vont faire du après vous, et en plus, elles ont des stats intéressantes pour 1. Je les aime pas. Donc voilà, faut vraiment avoir cette notion que des fois, ça peut être tentant de saboter une carte plutôt moyenne parce que sur l'instant T, ça va apporter quelque chose d'intéressant, mais sur la globalité de la partie, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Ouais, faut l'utiliser vraiment sur ces grosses cartes qui veulent revenir. Alors, je rebondis sur ce que t'as dit, pour ceux qui auraient pas l'habitude. C'est en gros, c'est effectivement le fait de faire des fugaces, quoi. Quand tu parlais de la carte, c'est effectivement mettre fugace pour pas qu'il revienne de la réserve et que tu refasses rejouer une deuxième fois. Donc effectivement, si tu sabotes pas, si tu évites qu'il revienne dans sa réserve, bon bah c'est gagné aussi, quoi. Enfin, c'est gagné. Je veux dire, ça joue sur les cartes qui sont fortes, quoi. Particulièrement pour Sigismar et Taija, où je te disais, je trouve que c'est les deux héros qui ont les uniques les plus pétés actuellement. Si tu lui sabotes un vendeur-joueur de fuseau ou j'en sais pas quoi, alors que le tour d'après il va te jouer son unique qui va t'imploser la partie, bah c'est les boules, quoi. Donc essayer de garder un peu ses sabotages pour ça. De les garder en main pour le moment, vraiment le moment qui va... Et après, t'as marqué par rapport au gameplay, mais ça c'est un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure, de pas toujours faire les... Parce qu'on me disait, oui, on a la feuille A4, on sait ce qu'on va faire, mais en même temps, si tu fais tout le temps ton truc de façon automatique, c'est pas... Tout à fait, c'est ce que je disais quand on disait pas avoir toujours la même main de départ, ce genre de choses. En fait, cette phrase-là, elle veut dire toujours être dans la curiosité, dans le questionnement. Par exemple, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que très vite ou souvent on va arriver à la conclusion qu'il faut d'abord jouer sa réserve puis ensuite sa main, parce que bah, la réserve, le joueur il voit et puis elles sont sensibles au sabotage. Et ben je vais faire l'avocat du diable et dire des fois ton adversaire il est premier joueur, sur le tour 1 il t'a pas saboté, quand même ce côté un peu poker et essayer de lire entre les lignes de ce qu'il est en train de faire. Il a probablement pas de sabotage si t'avais une carte très puissante et qu'il te l'a pas saboté. Et donc à l'inverse, des fois moi je pense à mon mage danseur que j'adore. Très souvent je vais poser mon mage danseur pour 1 et le mec il va être content parce que ok il avait pas le sabotage, mais souvent quand il a pas le sabotage il a l'autre truc, c'est-à-dire le removal. Il y a toujours ces deux trucs, souvent il y en a au moins un des deux dans la main. S'il a pas le sabotage il a souvent le removal. Donc moi je vais me poser ma carte qui est la plus forte et il va me la virer instantanément parce qu'il sait qu'elle est trop dangereuse et a raison, il va me la virer tout de suite. Et donc c'est vrai que ça peut m'arriver de faire beaucoup d'après vous et de jouer ma carte puissante plus sur la fin, même si mage danseur t'as envie plutôt de le jouer au début parce que ça monte dans les stats. Des fois ça peut être intéressant de pas profiter à fond, en profiter à moitié, mais au moins tu le gardes ton mage danseur. Parce que le mage danseur t'as envie de jouer main tendue dessus. Mais je dis mage danseur, mais ça peut être n'importe quel autre exemple, mais voilà, mage danseur t'as envie de jouer main tendue dessus et de le garder, donc potentiellement quand il te reste plus que 2 de mana alors qu'on partait à 8 de mana, jouer ton mage danseur qui coûte 1 à la toute fin sur ton deuxième mana et jouer ta main tendue sur le dernier mana pour l'amener en 4-4-4, il va te faire piocher et il va revenir dans ta réserve, ça reste une 4-4-4 pour 2, alors peut-être tu l'as pas monté à 10-10-10 parce que tu l'as pas joué au tour 1, mais tu l'as conservé et t'as pas, je sais pas si tu connais ce terme, mais t'as pas grid, tu vois, t'es pas il y a quelque chose de tentant, t'as envie de le jouer dès le tour 1 et de vouloir le monter en 10-10-10, il faut savoir jouer un peu tempéré, modéré, parce que très souvent ton adversaire a une réponse à ce que tu vas faire. Il faut pas lui donner le moyen de tendre le bateau, quoi. Ouais, c'est comme quand on parlait de l'aloe vera, du fait d'essayer à tout prix de le jouer le plus tard possible pour pas qu'il te le vire, quoi. Donc c'est bah tiens, je vais attendre l'après-vous, puis au dernier moment, je mets mon aloe vera, comme ça au moins il va... Pour moi, effectivement, l'aloe vera... je vais rester, quoi. C'est une carte qu'on doit jouer en dernier, tout à fait. Et c'est une très bonne manière de la jouer, c'est voilà, essayer de faire du après vous, de la poser au bon endroit et de ravitailler au prochain tour. Ouais.
Ouais, donc il faut pas toujours faire les trucs de façon systématique en fonction, quoi. Après, tu disais jouer autour de ce qui vous fait perdre et pas ce qui vous fait gagner. Et tu vois, je l'ai écrit en majuscule. Ouais, ça, d'ailleurs, ouais, je vois que ça. Il y a une raison, parce que je pense que cette phrase que tu viens de lire, c'est vraiment ce moment où j'ai commencé à monter sur le top BGA. C'est en appliquant ça. Jouer autour de ce qui vous fait perdre et pas ce qui vous fait gagner. Exactement l'exemple que je viens de dire. Souvent, on revient sur l'exemple du match danseur. T'as envie de le jouer parce que ça va être sexy tout de suite et de le faire monter dans les stats à fond et d'en profiter sur tous tes coups de mana. Alors que ce qui te fait perdre, c'est de le jouer et de te le faire virer instantanément. Tu perds et il n'a pas eu d'impact. Et donc, moi, je pense que une bonne manière d'aborder le jeu, c'est de toujours être dans le côté pessimisme, de se dire, je pense qu'il va avoir ce qui me compte. Il y a de grandes chances qu'il l'ait parce que lui, il sait qu'il faut qu'il garde son zoo, il sait qu'il faut qu'il garde son machin. Il a des cartes pour m'embêter, c'est sûr et certain. Et donc, il faut partir du principe qu'il les a, ces cartes. Il faut pas partir du principe qu'il les a pas. Je tente. C'est vraiment ça. Et ça, quand j'ai commencé à arrêter de grid et de justement être ultra safe, d'essayer de faire un peu de card advantage, de pas forcément vouloir gagner les 2 XP, de pas donner mes cartes fortes, c'est là où j'ai commencé à monter dans le top. Ouais, de faire attention à... C'est intéressant comme paramètre, effectivement. Très intéressant. Je pense d'ailleurs ça conclura un peu cette vidéo où déjà t'as dit pas mal de choses, hein, pas mal de choses très intéressantes. D'ailleurs, je vous invite évidemment à commenter et tout. On n'aura pas beaucoup de temps, mais je te propose qu'on refasse une vidéo suivante où tu commentes un peu rapidement la partie pour mettre en application tout ça, tout ce que t'as dit là, tous les conseils que tu as donnés sur cette première vidéo pour ceux qui se mettent un peu au jeu organisé sur les tournois, d'analyser un peu on voit ça sur la vidéo d'après. Donc je vous invite en tout cas à regarder en description parce qu'il y aura tous les liens de ce qu'on a cité auparavant. Évidemment, vous pouvez tout à fait partager, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Puis comme ça, à l'occasion, on pourra peut-être refaire aussi une vidéo, pourquoi pas sur une decklist, savoir un peu ce qu'on met dans un... Aussi justement parler de comment créer son deck, qu'est-ce qu'on y met, qu'est-ce qu'on y met pas en fonction des persos, comment on imagine tout ça, quoi. Effectivement, tu dis bah oui, on va jouer les cartes, mais encore faut-il, qu'est-ce que tu mets dans ton deck pour savoir quand les jouer, et enfin qu'est-ce que t'as pour les jouer, parce que si tu veux faire une partie et je te gronde un peu sur les dernières que tu fais, j'adore. On pourra faire ça, tiens. On sera une autre session comme ça sera rigolo. Je vais jouer, tu pourras commenter. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps parce que sinon parce que ce soir on joue, donc il faut qu'on joue, on construit. Mais t'as bien retenu, hein. Tu vas appliquer ce soir. Y a pas de problème. Écoute, pour l'instant, les 2 derniers tournois, j'ai fini premier sur les 2 derniers. Mais, oui, c'est vrai. J'ai une curiosité. Là, tout ce que j'ai un peu abordé, il y a des choses qui tout te paraissait évident, ou il y a des choses t'as l'impression d'avoir apporté quelque chose ou pas vraiment? Si, il y a des choses intéressantes. Okay. Si, c'est très bien. Non, c'était très intéressant sur ton approche et sur le côté créatif, le côté introspection aussi, sur le côté même après par rapport à la gestion des cartes aussi, par rapport à l'adversaire et tout, c'est très bien. Merci à toi, génial. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, je me suis régalé. Et ben écoutez les gars, à très bientôt. Et puis là, on refait une vidéo parce qu'on va justement critiquer ta partie. À tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Bye bye.